Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Rapidement, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque, c'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors je laisse un peu plus cet avertissement sur les risques. À 14h30, une statistique américaine importante, les commandes de biens durables. De manière générale, vous le savez, c'est une semaine qui est très importante pour la conjoncture économique aux États-Unis, d'autant plus que, on le sait, la Fed, la semaine dernière, s'est montrée relativement plus accommodante, en revoyant notamment en baisse ses perspectives de croissance économique, d'emploi, par contre stabilité sur les prix pour l'année 2015, mais en les revoyant en hausse pour 2016-2017. Le second trimestre est en train d'effacer l'impact négatif du premier trimestre, les statistiques sont solides au second trimestre, notamment sur le marché du travail, ce qui permet au dollar US, d'ailleurs depuis le début de la semaine, de tenir un niveau de support important. Vous avez d'ailleurs ici l'analyse technique de l'indice Dow Jones FXM Dollar Index, et je pense qu'il est tout à fait décisif que ce marché ait tenu le niveau des 11 736 points. Le dollar US reprend sa marche en avant, c'est ce que vous constatez à travers le repli du taux de change euro-dollar sous les 1,1460. Quant à la monnaie unique européenne, elle n'a pas franchi de résistance, n'a pas donné de signal d'achat à moyen terme. C'est ce que j'ai tenté hier de vous montrer à l'aide de l'étude technique de l'euro index, l'euro face à un panier de devises qui reste bien en opposition sous une résistance extrême qui a été créée d'ailleurs suite au choc de la Banque nationale suisse. C'était le 15 janvier dernier. Alors, un certain nombre de choses à vous montrer. Avant tout, laissez-moi vous proposer une introduction fondamentale. Moi, rapidement, je tiens à revenir sur ce qui a été vu ce matin, à savoir globalement de très bonnes journées en ce qui concerne les indices PMI au sein de la zone euro. Lecture supérieure aux attentes pour l'ensemble des PMI du mois de mai au sein de la zone euro. C'est un facteur qui confirme la dynamique haussière ou en tout cas la reprise de la tendance haussière de fond des marchés actions au sein de la zone euro avec un point bas qui a été établi la semaine dernière. Vous le savez, l'analyse technique invitait à défendre un creux de marché majeur tant du point de vue de l'analyse chartiste que du point de vue de l'analyse technique que du point de vue de l'approche fractale des marchés financiers. Alors pour l'approche fractale, rapidement ici sur l'Eurostoxx 50, et ce que je vais dire sur l'Eurostoxx 50 restera parfaitement valable sur le CAC, le DAX, le MIB et l'IBEX. Une vague 4 en 3 temps, hyper classique dans le cycle correctif. Pourquoi? Parce qu'ici, les 3 temps sont bien proportionnés. L'amplitude du premier temps correctif correspond exactement, ou à peu de choses près, à l'amplitude du second temps correctif. C'est notamment bien visible sur le DAX. D'autre part, cette vague corrective, peu impulsive, bien construite, est venue retracer 50% dans l'amplitude du temps de progression numéro 3, cette fameuse vague d'appréciation linéaire du premier trimestre qui constitue le facteur technique dominant du marché. Alors, les chiffres de Markit qui ont été publiés ce matin indiquent clairement que le produit intérieur brut au sein de la zone euro va donc accélérer son rythme de croissance au second trimestre. Vous ajoutez à cela bien sûr l'imminence de la résolution du dossier grec, en tout cas la Grèce qui devrait obtenir cette seconde tranche d'aide pour honorer son échéance vis-à-vis du Fonds monétaire international, mais toutes ces échéances l'été. Je vous rappelle d'ailleurs aujourd'hui que la Banque Centrale Européenne a à nouveau relevé le L1, l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte aux banques commerciales grecques, avec une enveloppe ELA qui s'établit à presque maintenant 88 milliards d'euros. Donc, l'analyse technique de l'Eurostoxx 50 ne laisse strictement aucun doute, ainsi qu'Eliotiste très classique de la reprise de la tendance haussière de fond. Nous sommes entrés dans une grande vague 5, avec un puissant gap haussier d'ailleurs hier, pas visible ici sur le CFD, mais qui est visible sur les indices boursiers spot. Sur la plupart des marchés actions de la zone euro, le chartisme est aussi très convergent, à peu près partout des doubles creux chartistes, à Wall Street, sur l'Eurostoxx 50, le CAC, le DAX, et j'en passe. Pour la partie technique, divergence haussière standard, extrêmement limpide. Hier, l'indicateur technique RSI avait réalisé une cassure haussière de cette ligne de tendance. Les cassures chartistes sur le RSI sont très souvent précurseurs des cassures chartistes sur les prix, et c'est donc sans surprise que l'Eurostoxx 50 brise cette ligne de tendance baissière. Il en sera de même pour le DAX, il en sera de même pour le CAC. Vous ajoutez enfin le chartisme avec cette configuration en double creux
ligne de coup active, brisée hier, 3550 points, target 3700 points sur l'Eurostoxx 50. Cette approche est parfaitement valable sur le CAC 40. L'analyse technique des marchés actions au sein de la zone euro est parfaitement convergente d'un indice boursier à l'autre. Le cycle Elliotiste que vous retrouvez ici, temps 1, temps 2 triangulaire, la grande vague 3 du premier trimestre, la vague 4 du printemps en 3 temps, les traits ABC avec un A égale C, à savoir vague A reportée en amplitude au top de la B, donnant le creux de la vague C, ici à 4783 points en cours de clôture, je précise. La volatilité basse, à savoir le plus bas du mois de juin, a quant à lui représenté 50% de retracement de la vague 3. C'est donc hyper usuel dans le cycle des vagues d'Elliott. C'est donc pour cette raison l'approche en vague, le chartisme, le double creux et l'aspect technique, la divergence haussière standard en données journalières et les précassures identifiables en appliquant l'approche chartiste à l'indicateur technique RSI, que oui, le creux majeur est fait, le DAX rejoindra cette semaine probablement les 12 000 points, quant au CAC 40 au moins les 5100 points et probablement les 5180 points. En tout cas, ce sont des cibles à horizon court terme, pas forcément aujourd'hui ni demain, mais en tout cas, ce sont des objectifs de cours engagés ici, défendus fermement par l'analyse technique des marchés financiers. À nouveau le DAX, alors autant vous dire que cette ligne de résistance sur le DAX qu'on teste actuellement, peut-être qu'elle va contenir les cours un peu, quelques heures, et encore, ce n'est pas sûr, mais autant vous dire qu'on va la déborder. Même principe sur le DAX, cycle Elliotiste extrêmement classique, fin de vague 4, à la faveur d'un gap, d'un trou de cotation haussier lundi à l'ouverture des marchés financiers, une vague 4 qui est venue retracer 50% de l'amplitude de la vague 3, qui est venue retracer 38,2% de l'amplitude en partant du creux de la vague 1 au sommet de la vague 3, et précisément un A égale C, à savoir l'amplitude du temps correctif 1 au sommet du temps correctif 2, les traits B, permettaient d'obtenir le creux de marché au plus bas ici de la vague C, avec un point bas du marché aux alentours des 10 800 points ici sur le DAX. Les cibles théoriques du double bottom chartiste se déterminent aussi en utilisant les outils d'extension que vous pouvez utiliser ici sur la plateforme, me donnant une target pour les 2 prochaines semaines à 11 860 points, puis 12 100 points. Et on a une target chartiste ici à 11 900. Donc déjà 11 900 points, ce sera une première target. Si un support désormais il y a pour un achat, ce serait 11 450. Je ne sais pas si on reviendra sur le support à 11 450, mais ce serait le premier support daily. En tout cas, à horizon 2 semaines, je vise 12 000 et au-delà sur le marché action allemand. Alors forcément, Wall Street avait montré le là, nouveau sommet annuel sur le Nasdaq Composite, nouveau sommet bientôt annuel sur le Nasdaq 100. Le double creux de chartiste finalement n'a pas été une découverte sur les indices boursiers de la zone euro. Il a d'abord été initié par les grands indices boursiers US. Vous avez sous les yeux l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, le SP500, on en parle forcément. Nous sommes dans une émission Wall Street Insider dont le cœur est bien sûr le suivi des grands agrégats de conjoncture économique aux États-Unis. Alors au passage à 14h30, l'évolution des commandes de biens durables aux États-Unis. À 15h45, l'indice PMI Flash, c'est donc la plus importante lecture de Markit. Ce matin, les PMI manufacturiers au sein de la zone euro ont tous battu le consensus, notamment la France, avec un rythme qui revient sur un plus haut de 4 ans. Ça, c'est très important à noter pour la France. C'est vraiment un très bon chiffre, avec, selon Markit, un produit intérieur brut qui devrait progresser de plus 0,4% en France au second trimestre, soit tout simplement le rythme de croissance le plus important depuis 4 ans. Donc c'est à noter. Pour les États-Unis, je vous rappelle que 2 indices PMI sont proposés, celui de Markit, naturellement, à 15h45, et celui de l'ISM à 16h. Alors, quelque chose qui est important à noter, c'est bien sûr aussi des statistiques dans l'immobilier résidentiel neuf à 16h. L'immobilier aux États-Unis se redresse, en tout cas hier, nous avons pris connaissance aux États-Unis d'un chiffre meilleur que prévu, à un plus haut de 5 ans dans l'immobilier résidentiel ancien, dans les ventes, dans l'immobilier résidentiel ancien. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Finalement, n'oublions pas le PMI manufacturier de la Chine, qui lui aussi est ressorti au-dessus des attentes la nuit dernière, certes inférieur au seuil des 50, mais au-dessus des 50, 49,6 contre 49,4.
D'ailleurs, le marché action en Asie est fortement soutenu, notamment le marché action asiatique. En Chine, c'est différent, il y a une bulle spéculative qui se dégonfle, il faut donc rester très méfiant. Heureusement que ce marché ne s'est encore que faiblement ouvert aux investisseurs occidentaux. Le Nikkei atteint et a dépassé l'objectif dont je vous parle depuis le début de l'année. Je crois que je le mentionnais encore hier, cette fameuse résistance de l'année 2000 à 20 833 points. Je crois que j'en parle depuis le milieu du mois de janvier. Et nous y sommes enfin. Eh bien, nous irons plus haut. Et je pense que ce marché peut aller plus haut. Alors, un mot bref sur le Nikkei 225, qui dépasse donc une résistance importante de l'année 2000. Mais je pense que de toute façon, le Nikkei est tout à fait en mesure désormais de rejoindre les 21 000, puis les 21 500 points, les 22 000 et même les 22 750 points. Ces sommets ici de 1996. Mais dites-vous bien que le Nikkei est sur un plus haut de presque 19 ans. Et que l'analyse technique nous enseigne que ce marché a encore toutes les bonnes raisons techniques de progresser davantage. Donc le Nikkei déborde. Donc déjà on a fait une jambe de hausse, ici on avait une structure en drapeau ou en épaule tête épaule inversée, on a brisé la ligne de coup hier, on confirme, avec désormais un nouveau support sur le Nikkei à 20 658 points, débordement de la résistance ici à 20 833 points, premier support 20 658, prochaine cible 21 000 points. Quant au marché action US, forcément, la surperformance n'aura eu qu'un temps, eu égard au fait que le dollar US tient un niveau de support, que le taux de change euro-dollar se replie, mais que de manière générale, c'est l'euro qui est sous pression. L'euro en tant qu'indice devise, l'analyse technique de l'euro index, et je vous ai proposé hier sur notre site un graphique de l'euro index. Je vais vous le rechercher. Voilà, ici, un graphique de l'euro index. L'euro index est tout simplement sous une énorme résistance. Ici, vous avez la dynamique générale de l'euro depuis le début de l'année. Donc, c'est de manière générale l'euro qui va reculer. Alors, il n'y aura pas que l'euro-dollar qui va baisser. Il y aura d'autres paires de devises en euros qui vont rester sous pression. Alors, je pense que les marchés actions US sont aussi bien orientés. Je vais bientôt descendre d'un horizon de temps. Ça, c'est un fait. Je vais d'abord vous revenir sur l'analyse technique du Nasdaq. Alors vous avez sous les yeux ici le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 qui lui aussi donc, a réalisé un double creux chartiste en débordant notamment les 4490 points. Les cibles théoriques se situent ici, 4586 et 4632 points. Je pense que le Nasdaq peut tout simplement continuer de progresser, notamment lorsque je vois hier les nouveaux records du Nasdaq Composite. Je pense que le Nasdaq 100 peut aller au-delà et débordera cette résistance, qui sont tout simplement ces sommets annuels. Donc selon moi, il ne s'agit que d'une cible intermédiaire qui est amenée à être débordée ici sur le Nasdaq 100, notamment donc, depuis cette séance hier, la semaine dernière, du 18, suite à une Fed relativement plus accommodante qui, somme toute, ne devrait pas relever ses taux avant la fin de l'année ou le premier trimestre de l'année 2016, voire pour certains jamais. Bref, c'est un facteur de force ici pour les marchés actions US. Je continue donc de viser 4586 à 4632 points sur le Nasdaq 100, les cibles théoriques du double creux de chartiste ici sur les 4395 points. Quant aux autres marchés US, le SP500 et le Dow Jones, je confirme aussi mon anticipation positive sur ces marchés. Première target, revenir chercher les sommets historiques, soit 18 350 points sur le Dow Jones et 2136 points sur le SP500. Mais forcément, les mouvements les plus intéressants sont à aller attraper du côté des marchés actions US. Alors, la fameuse convergence, le fameux alignement des planètes en faveur des marchés actions de la zone euro. De quoi parle-t-on? Est-ce encore valable alors que cela a été parfaitement valable tout au long du premier trimestre? Naturellement que oui, cela reste parfaitement valable. C'est 4 marchés qui sont fortement liés. Qu'est-ce qui soutient les marchés actions de la zone euro? Le maintien du taux de change de l'euro sur un niveau bas et sous pression, notamment le taux de change de l'euro-dollar. Le maintien des taux obligataires souverains sur un niveau bas, essentiellement la réduction des spreads obligataires au sein de la zone euro. Et c'est ce que vous observez aujourd'hui. Je vais vous montrer un graphique qui tout simplement montre le resserrement des spreads obligataires au sein de la zone euro à travers essentiellement la détente forte sur les taux souverains de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie vis-à-vis de la France et de l'Allemagne. Laissez-moi vous retrouver ça immédiatement. Voilà.
Alors, je vous avais ce matin préparé ce graphique que j'ai mis dans un article qui résume bien la façon dont tous ces marchés s'articulent, avec donc réengagement de la dynamique haussière de fond sur les marchés actions de la zone euro, un taux de change euro-dollar qui reste sous pression, sous la résistance extrême à 1,1470 $, mais ce n'est pas une résistance qu'on ne retrouve que sur le taux de change euro-dollar, mais qu'on retrouve de manière générale sur l'euro en tant qu'indice devise. Le prix du pétrole qui est devenu un facteur neutre sur les marchés financiers, avec notamment un baril de brut US toujours positionné sous cette ligne de tendance baissière. Et d'autre part, les rendements obligataires qui, après forcément le choc haussier au printemps, à travers un mouvement de vente massif sur les contrats de taux du fait du dossier grec, entament une phase de détente. Je ne pense pas que le taux allemand ou français puisse redescendre forcément, mais au moins être stable. Par contre, je pense que les taux de l'Italie et d'Espagne, eux, vont se détendre. Et nous assisterons donc à un resserrement ici des spreads obligataires qui est tout à fait favorable au comportement des marchés actions. Le taux de change euro-dollar, selon moi, reste baissier sous la résistance extrême des 1,1460 $. Le marché n'a pas réussi à déborder cette oblique de tendance baissière, en dépit d'une Fed relativement accommodante. La séance du 18 juin dernier, une sorte de marteau inversé sous les 1,1470 $, reste pour moi donc une séance aux implications baissières qui commence donc à produire son effet. Et donc ça c'est un fait, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de sortir par le bas d'un espèce de wedge qui pourrait ramener le taux de change euro-dollar en direction des 1,1050 $. Donc voilà comment je vois les choses sur cette paire de devises. Alors, je continue maintenant pour en revenir à quelque chose qui est aussi très classique, c'est la corrélation négative entre la dynamique du dollar US et le métal jaune, donc l'once d'or, sur les marchés financiers. Alors, tout d'abord, nous prenons connaissance de statistiques des commandes de biens durables inférieures au consensus, mais il n'y a pas non plus un effondrement du dollar US, d'accord. Le marché, pour la dimension sous-jacente des commandes de biens durables, envisageait un taux de croissance de 0,5%, et bien cela de 0,6, cela ressort à 0,5. Donc les commandes de biens durables ressortent aux États-Unis inférieures aux attentes au mois de mai, et on observe tout de même une relative résilience du dollar US. Ce qui est plutôt finalement bon signe lorsqu'un marché ne chute pas en dépit de mauvaises nouvelles. Maintenant forcément, les chiffres les plus importants à suivre, c'est à 15h45 l'indice PMI flash dans le secteur manufacturier aux États-Unis, et à 16h les statistiques dans l'immobilier résidentiel neuf. Et là aussi, le consensus est plutôt optimiste. Donc, le dollar US reste bien orienté. L'analyse technique du Dow Jones FXM Dollar Index ne laisse de toute façon aucun doute. Avec la tenue ici du support à 11 737 points, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières du dollar US. Je pense que le dollar US va monter davantage. On est probablement d'ailleurs en train de sortir par le bas, par le haut d'un espèce de biseau descendant. Alors forcément c'est intéressant de retrouver le même mais à l'envers sur l'euro-dollar, à savoir un biseau ascendant. Ce qui signifie que je pense que l'once d'or, lui, est en train en fait est en risque de sortir par le bas de cette compression, qui peut être d'ailleurs apparentée à une sorte de drapeau. Après donc une jambe de baisse, alors c'était pas forcément évident, mais voilà, je pense que l'once d'or devrait aussi retomber en direction des 1160 $, du fait immédiatement bien sûr de l'appréciation du dollar US. Donc voilà comment je vois les choses ici sur l'once d'or et le dollar US. Donc le taux de change euro-dollar, je vous ai dit, en direction des 1,1050, je vous le remontre ici en live. Le taux de change euro-dollar qui est sorti par le bas d'un wedge, sous la résistance extrême des 1,1460. Donc forcément, dans un premier temps, on va se replier à 1,1150. Mais là, je pense vraiment qu'on ira à 1,1050. Dans l'état, on a une divergence baissière en données journalières. Elle n'est pas hyper classique, elle est un peu longue. Et puis, je n'aime pas le fait qu'on soit repassé sous la neutralité entre les deux sommets. Mais il y a tout à fait l'esprit. L'indicateur ici, qui représente le momentum du marché, venait rendre suspect la tentative d'accélérer au-dessus des 1,14 $. Et c'est désormais ce que dit le marché. Nous sommes typiquement dans cette fameuse alignement des planètes, baisse du taux de change euro-dollar, stabilité du prix du pétrole, détente sur les taux obligataires des pays du sud de la zone euro et augmentation du prix des actions de la zone euro. Voilà globalement l'ensemble, l'articulation de tendance qui s'est jouée au premier trimestre, qui a été interrompue au second trimestre et qui est bien partie pour se relancer tout au long du troisième trimestre. Le dollar US réagit donc bien
à des statistiques qui pourtant sont inférieures aux attentes. Alors autant vous dire qu'on a là quand même une indication qui est très favorable à la remontée du dollar US sur le marché des changes, donc sorti par le bas du wedge ici sur le taux de change euro-dollar. Hier, j'ai attiré votre attention sur la résistance majeure qu'avait atteint le câble, le GBP USD, qui avait retracé 50% de toute sa baisse depuis l'été 2014, résistance majeure à 1,59 $, divergence baissière hier en données 4 heures sur le câble, je vous remontre cela, divergence baissière ici en données 4 heures sur le câble, double top à 1,59, la divergence négative vous la voyez ici sur l'indicateur technique RSI, cassure de la ligne de tendance, le câble devrait se replier ici en direction des 1,5680. Donc c'est globalement le dollar US qui tout simplement a réengagé sa dynamique haussière de fond. C'est quelque chose aussi qu'on appréhende assez aisément sur le taux de change USD-Yen, qui a tout simplement tenu le support des 122,50 et qui pourrait à son tour réaliser un double bottom sur le support des 122,50. Quant au yen japonais, en dépit d'une banque centrale du Japon qui n'envisage pas davantage de mesures accommodantes, elle n'envisage pas pour autant de les supprimer, mais de les maintenir dans le temps, ce qui maintient le yen sous pression. L'analyse technique du yen index nous enseigne que ce marché pourrait retomber en direction de ses plus bas de l'année 1998. Il en est proche, mais il n'y est pas encore, ce qui autorise donc un potentiel de rebond du taux de change USD-Yen en direction notamment des 124,50, voire des 125. L'euro-dollar est donc sorti par le bas d'un biseau ascendant. C'est ce que pourrait bientôt faire le taux de change AUD-USD, jambe de baisse, retracement de 50%, biseau ascendant. Je pense que la UD-USD peut retomber en direction des 0,7550. Enfin, le NZD-USD, il n'y a rien à dire. C'est le canal de baisse le plus puissant actuellement sur les paires du Forex. C'est hyper limpide, depuis notamment la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande le 11 juin. Donc c'est hyper baissier et ça n'arrête pas de baisser. Il n'y a aucune raison ni technique ni fondamentale d'avoir un rebond dans l'immédiat du taux de change NZD-USD. Le dollar est donc haussier, l'euro-dollar rejette sous les 1,1460 et a probablement inscrit tout simplement un point haut en milieu de semaine dernière. Alors, voilà donc pour le point de marché que je souhaitais déployer. Les statistiques US, nous en avons pris connaissance. Il y en a d'autres maintenant, vous le savez, à 15h45 et à 16h. On va les suivre. En attendant, je vois que vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait. Merci de continuer, s'il vous plaît, donc à participer au sondage. Je vous poste un autre sondage. Je ne l'ai pas encore placé. Donc il arrive. S'il vous plaît, je vous demande simplement d'y participer. Voilà, donc utilisez-vous un abonnement payant aux conseils sur Action Française des sites suivants. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui proposent des conseils payants comme Trading Central, BBSP, AutoChartist, Day by Day, etc. Je vous poste un sondage. Soit vous avez déjà utilisé un de leurs conseils et dans ce cas-là vous votez pour celui que vous avez utilisé, soit ce n'a jamais été le cas et vous ne votez pas. Concrètement c'est cela. Alors, je regarde maintenant vos premiers commentaires et les premières questions. Alors tout d'abord, un commentaire de visiteur que je poste, qui est un très long commentaire sur l'euro NZD, avec un risque de chute de l'euro NZD que je situerai davantage du point de vue de l'euro. C'est-à-dire que j'estime que ce potentiel de repli de l'euro NZD est essentiellement du fait de l'euro. Qui en tant qu'indice de devise reste bel et bien positionné sous d'importantes résistances. Alors la question se pose bien sûr du contrat de taux allemand. Alors qu'on parle de détente des taux obligataires au sein de la zone euro, qu'on a pu mettre en avant le fait que lorsque les taux se détendent, cela explique en partie la baisse du taux de change euro-dollar. Alors aujourd'hui le taux de change euro-dollar baisse, le Bund, le contrat Bund, le prix devrait monter, forcément. Eh bien la subtilité elle est là. Actuellement, le marché ne réserve pas le même traitement à tous les contrats de taux souverains. À savoir, le marché revient massivement à l'achat sur les contrats grecs, espagnols, italiens, portugais, et vous pouvez encore aujourd'hui observer la détente des rendements obligataires de ces pays-là. Globalement neutre sur le contrat français, et par contre à la vente sur le contrat allemand. Ce sont simplement des arbitrages. Mais ce qui compte et ce qui entraîne le taux de change euro-dollar là sous pression, c'est la réduction des spreads obligataires. C'est-à-dire qu'en fait, la détente générale sur les taux souverains des pays du sud de l'Europe exerce davantage de pression baissière sur le taux de change de l'euro que la relative stabilité du rendement obligataire allemand.
Alors, maintenant, que nous dit l'analyse technique sur le prix du Bund? Eh bien, elle nous dit d'une part que ce marché s'est certes stabilisé ici, donc à proximité d'un niveau horizontal qui est très important, c'est un fait, hein, ce niveau des 148,22. On a fait une tentative de reprise ici qui pouvait être une structure en épaule tête épaule inversée, finalement non. Ça ressemble à un V-bottom, mais c'est pas non plus... On n'a pas, si vous voulez, je pense que c'est un contrat de taux qui s'est stabilisé. Je ne pense pas que ce marché remontera en ligne droite en direction de ces sommets annuels, puisque c'est quand même un rendement qui est proche de zéro. Malgré tout, je pense qu'on a établi ici les bonnes bases d'une fondation, et je ne pense pas que ce marché basculera sous ses plus bas du 10 juin, à moins d'avoir une très nette et rapide amélioration des fondamentaux économiques au sein de la zone euro. Alors, je suis désormais neutre sur ce marché. Je suis désormais neutre, mais je pense malgré tout qu'il faut toujours continuer à s'intéresser au niveau de support. Je vais tout à l'heure passer en données intraday pour voir si je peux affiner, mais forcément ce n'est pas le contrat qui est en priorité acheté par le marché, qui se concentre sur les contrats du sud de l'Europe. Alors voilà, c'est très gentil, je vois que vous votez, donc c'est parfait. Alors maintenant je vais passer sur des charts intraday, mais avant ça je vous montre un dernier graphique du pétrole. Et puis j'aurai terminé sur ces graphiques en données journalières. Je vous ai déjà proposé un suivi donc, de Wall Street. Vous avez ici un graphique qui vous montre un graphique conjugué du contrat UK Oil et US Oil. Ce qui m'intéresse moi sur le pétrole brut US, c'est le fait que le marché, d'une part, est un facteur neutre depuis le début du mois de mai, mais il est vrai que le contrat US Oil reste en position pour l'instant sous cette ligne de tendance baissière, et ça ne passe pas. Donc tant que ça ne passe pas, le marché reste neutre, et il y a la possibilité de revenir chercher le niveau des 56. Attention au Brent de ne pas briser cette ligne de tendance. Mais globalement, ces marchés sont neutres depuis le début du mois de mai, et cette situation n'a pas changé. L'once d'or est sous pression du fait de la reprise du dollar US. Je pense que là aussi, l'argent a une bonne probabilité de retomber en direction des 15,50 et de sortir par le bas d'une sorte de formation élargie qui avait été construite tout au long de la semaine dernière, alors qui n'est pas très propre ici lorsqu'on est en données journalières, mais je pense que malgré tout, voilà, on a l'esprit, une forme de formation élargie, une sorte de drapeau dans l'état, et je pense que là, le marché devrait retomber en direction des 15,80, des 15,60, voire des 15,30, notamment donc si le dollar US confirme sa phase ascendante, que l'on voit très bien ici, hein, lorsqu'on juxtapose un graphique du dollar US et du XAU-USD, on voit bien la corrélation négative. D'autre part, l'indicateur technique RSI en données journalières de l'US Dollar Index FXM Dow Jones, lui aussi, d'un point de vue chartiste, semble sortir par le haut d'une configuration en biseau. C'est donc tout à fait haussier pour le dollar américain, et c'est donc tout à fait baissier pour l'euro-dollar, baissier pour le GBP USD, baissier pour le NZD USD et baissier pour l'AUD USD. Alors maintenant je vais passer sur des graphiques intraday et puis répondre à la suite de vos questions. Alors Visiteur nous fait un beau résumé. Alors Visiteur, j'ai parlé de cycle, est-ce que je pourrais en dire plus? Alors pour les vagues d'Elliott, il y a deux choses. D'une part, je vais en effet bientôt vous reproposer un webinaire à 18 h sur la théorie des vagues d'Elliott. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Mais si vous souhaitez gagner du temps, vous avez ici donc dans la section guide de trading sur le site. Bon, simplement vous rentrez votre boîte mail. Hein. Vous avez donc ici un guide théorie des vagues d'Elliott et ratio de Fibonacci. Donc vous avez simplement à renseigner ce champ-là, la boîte mail de votre compte FXM, et vous cochez ici théorie des vagues d'Elliott et ratio de Fibonacci, et vous allez recevoir un guide qui vous donne les bases. Prenez le temps de le lire, il fait 20 pages, et ensuite moi j'aurai l'occasion d'en reparler en temps réel dans un webinaire. Mais si ça vous intéresse, et bien voilà, vous avez la possibilité donc de télécharger ce guide. Alors le taux de change euro-dollar est donc sorti par le bas d'un biseau ascendant en données journalières, valide en H4 une configuration en double top, première target, alors la configuration double top vous la voyez ici, d'ailleurs je peux essayer si vous le souhaitez d'en calculer une cible théorique, en utilisant justement les extensions de Fibo. La première c'était 1,12, ça a été pulvérisé.
La seconde, c'est précisément 1,1147. Donc ça, c'est la target immédiate, c'est 1,1147. Et regardez, si on bascule sous 1,1147, c'est de revenir à 1,1060. Mais déjà, le marché pourrait tenter une... en tout cas, c'est un objectif de cours, les 1,1147. En plus, sur le taux de change euro-dollar, c'est cet objectif. Donc voilà, ça c'est très important et c'est à suivre. Mais voilà, c'est la cible théorique 1,1147 du double top ici, qui a été fait sous les 1,1405 dollars sur l'euro-dollar. Et forcément, la baisse du taux de change euro-dollar s'accélère. Donc la hausse du DAX et du CAC s'accélère. Premier support maintenant sur le DAX, c'est 11 450 points. La ligne de coup du double bottom. Si vous êtes à la recherche d'un support pour acheter le DAX, c'est 11 450. Vous voyez, hein, c'est double top ici, voire même triple top. La ligne de coup, elle est là. Pour l'instant, le marché rencontre cette oblique de résistance. Peut-être qu'on va pas passer du premier coup, mais je pense qu'on passera. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si on revient sur 11 450, c'est un bon niveau pour un achat, mais derrière, moi je pense que ça passe et qu'on ira chercher les 11 008 et les 11 900 sur le DAX. Mais là, voilà, on temporise, on peut temporiser parce que c'est vrai que le DAX revient chercher donc cette oblique ici que vous voyez en H4. Mais moi voilà, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'identification des niveaux de support pour se positionner long. Donc l'once d'or qui est en train de briser en H4 aussi une ligne de tendance. L'once d'or retombe en direction de la partie basse de son pré-descend range. Objectif immédiat 1175 dollars sur l'once d'or. Objectif immédiat 1175 dollars. D'ailleurs, lorsque vous pratiquez l'analyse technique intraday de l'US Dollar Index, l'US Dollar Index d'une part a tenu ce puissant support horizontal à 11 736 points. Donc je vous parle depuis la semaine dernière, et le RSI H4 de l'US Dollar Index est sorti par le haut d'une compression en biseau descendant. C'est haussier sur le dollar US, et bel et bien haussier baissier Eurodol, AUD USD, NZD USD et GBP USD. Alors visiteur, Vincent regarde l'euro NZD. Alors l'euro NZD. Un visiteur qui nous a posté quelque chose sur l'euro NZD qui est donc complètement suracheté en daily, qui à mon avis est en risque de baisser davantage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas suivi, mais je pense qu'on pourrait avoir bientôt un pré-signal baissier lorsque le marché viendrait briser cette ligne de support sur l'indicateur technique RSI. L'euro NZD, je vais simplement regarder sa configuration en weekly. Mais on arrive tout de même, finalement, on temporise sous ces plus hauts là, les 1,6440. Bon, pour l'instant, on voit qu'on a un trend qui est bien aussi, mais déjà, on pourrait au moins revenir chercher ce niveau là. Donc, il y a déjà, dans un premier temps, un potentiel de baisse de 400 pips. Après, on est peut-être en train, en effet, de faire un creux plus important. Mais ce qui est certain, c'est que là on a quand même quelque chose qui est assez négatif. On avait une ouverture en gap haussier, complètement annulée dès le lendemain. On va probablement avaler ces deux derniers chandeliers, voire pire. Donc je pense que l'euro NZD va au moins retomber à 1,59, mais potentiellement plus bas en effet. Notamment, je pense que cette ligne de tendance, on va finir par la briser. Alors, le Bund, ok, merci visiteur. Donc, alors je vois un commentaire, USD donne. Alors écoutez, vous avez le dollar US sous les yeux, c'est hyper haussier. Je vous montre, nous sommes tout simplement au plus haut. Voilà, le dernier chandelier H4 du dollar US. Donc une autre façon de montrer que le dollar US est hyper bullish. Le taux de change euro-dollar, je veux dire, c'est sans appel. Prochaine target 1,1147. Et une fois qu'on aura cassé les 1,1147, prochaine target 1,1060. Donc l'USD, cher yen, il n'est pas red, mais il est bien vert. Alors, un passage sur le NGAS et le Bund en intraday. Je vais regarder ces éléments-là. Alors, le DAX, le Bund en intraday. Alors, le Bund, je vous ai expliqué, donc il y a un arbitrage qui est comme ça. Il n'est pas vendu, le contrat Bund. Il est actuellement arbitré en faveur des contrats du chute de la zone euro.
Donc autant vous dire que si le contrabund retourne chercher ses plus bas du mois de juin, moi je pense que ça s'achète. Mais en l'état, d'un point de vue technique, je pense que c'est ce point-là qu'on est en train de tenir. Il n'y a pas grand-chose de très lisible. On s'installe désormais dans un range entre 152 et 149. Ce n'est pas le contrat qui attire pour le moment les capitaux, mais j'éviterai donc pour le moment de le chercher. La détente, elle a lieu au sud de l'Europe. Alors, Gilles79, les guides ils sont accessibles à tout le monde en fait. On n'est pas obligé d'avoir un compte chez FXM. Juste vous allez dans guide de trading, vous mettez n'importe quelle adresse mail en fait, hein. C'est celle où vous souhaitez recevoir le guide. Ça peut être votre adresse FXM, mais pas forcément. Donc vous allez sur la page des guides. Il y en a plusieurs, hein. On a même le guide Ishimoku, enfin on a plein de choses, hein. Le guide sur Ishimoku, le guide sur les vagues d'Elliott. Bientôt on va vous mettre les prévisions boursières pour le troisième trimestre. Donc voilà, hein, il y a un ensemble de guides. Mais là déjà vous pouvez aller télécharger le guide Ishimoku et ensuite le guide des vagues d'Elliott. C'est de la bonne documentation et puis ça permet de continuer de se former, quoi. Alors le DAX en intraday. Alors actuellement le sondage qui est affiché c'est celui sur les abonnements payants. Le deuxième je ne l'ai pas encore envoyé, je vais l'envoyer tout de suite. Voilà. Donc pour trouver la meilleure actualité sur les actions françaises, vous visitez habituellement quel site? Vous avez le choix entre ABC Bourse, Cercle Finance, Capital, La Tribune ou Easy Bourse. Il y a d'autres choix, mais voilà. Alors le gaz, Idriss nous propose un graphique que je montre et qui, je pense, sera tout à fait satisfaisant pour l'analyse technique. Voilà, le gaz en H2, on a donc une extraction haussière d'une compression en biseau. C'est donc une figure qui est plutôt haussière. Je vais simplement aller checker sur mon chart qui n'est pas à jour depuis un certain temps. Pas forcément un marché que je suis beaucoup. Je vais donc brièvement observer le fait que alors bon, on a éventuellement ce support là qui tient. L'idée c'est qu'on a une jambe de haut, c'est ce qu'on est en train de sortir par le haut en effet d'un biseau. C'est pas très limpide. Mais dans l'absolu, il est possible que ce marché ait de toute façon établi un creux important, qu'on ait fait une première vague de hausse, un temps numéro 2, qu'on soit donc dans une 3, c'est pas évident, mais je dirais qu'on a un niveau horizontal ici qui est propre, hein, les 2,70, vous voyez. Donc on peut envisager que ce marché tienne les 2,70, en tout cas si vous voulez l'acheter c'est stop sous les 2,70, voire même sous les 2,72 et la target à 2,92, ça justifie du point de vue du rendement risque. Après attention, c'est un marché qui est aussi impacté par des fondamentaux bien particuliers, donc il faut être méfiant. Et le dollar US toujours sur son plus haut. Dollar US qui monte et qui n'arrête pas de monter. Alors, la question que vous vous posez, c'est être à la recherche d'un support pour le DAX. Le plus évident que je vois, moi, c'est les 11 450. Ça, c'est en H4. Je vais baisser d'un horizon de temps. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller attraper cette ligne de tendance. Alors celle-là, c'est la plus pentue de toutes. On ne va pas la tenir indéfiniment. Mais je vais simplement la mettre. Il y a celle-ci aussi qui peut être tracée. On retrouve le niveau des 11 453 points ici, qui me semble être le plus important. Je pense que oui, en effet, voilà, on a entre 11 450 et 11 480 un niveau qui est susceptible d'être intéressant pour des tout premiers achats. Avec derrière l'objectif d'aller plus haut cette semaine, notamment en direction des 11 800. Mais on peut peut-être consolider un peu dans le court terme immédiat et donc de revenir chercher cette zone qui je pense sera à ce moment-là intéressante pour un positionnement long qui selon moi n'a vraiment pas fini d'exprimer
tout son potentiel. Les indices US sous-performent, pourquoi? Bien parce que le dollar monte, tout simplement. Le cycle de surperformance de Wall Street n'aura pas duré très longtemps. Dans tous les cas, ça reste quand même un marché acheté, mais lorsqu'il est au contact d'un niveau de support. Le tout premier support sur le SP500, écoutez, je l'établirai exactement à 2115 points. 2115 points, c'est la base ici de cette structure en avalement haussier. Voilà, 2115 points, la base. Je pense qu'ici, ce sera un niveau de support attractif sur le SP500 pour une stratégie d'achat. Ok, visiteur bien noté. Ok, alors voilà, bah écoutez, mon point de marché est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je pense avoir répondu à la grande partie de vos questions. Merci d'avoir été attentif à ce point de marché. Prochain webinaire à 17h30 avec Sylvain Loganadin, 17h30 à la closing bell, retour sur des charts intraday, scalping du DAX, du CAC et du taux de change euro-dollar. Quant à moi, je vous retrouve demain matin pour le morning meeting de 11h de vive voix. Et puis d'ici là sur la section Real Time News et Twitter. Merci beaucoup.